Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Là où personne ne regarde. Aujourd'hui, on a reçu Kathleen. Kathleen vient nous partager un bout de son enfance. Elle a été abusée sexuellement par son frère à partir de l'âge de 4 ans à 12 ans. C'est un sujet malheureusement tabou, l'inceste entre la fratrie. C'est un podcast très choquant, bouleversant et nécessaire à entendre. Donc, je vous laisse écouter Kathleen à là où personne ne regarde. Allô, Kathleen! Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. On a commencé à parler un petit peu avant que les caméras s'ouvrent. Oui. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Vraiment contente de te recevoir. Merci de ta confiance. Ça me fait plaisir. OK. Je vais commencer pour que les gens apprennent à plus te connaître, Oui. savoir quel genre d'enfant tu étais, quel environnement familial que tu viens. As-tu des frères et sœurs? OK. Je suis encore une personne calme, donc j'étais une enfant plutôt calme. OK. J'étais studieuse, j'aimais beaucoup l'école, j'adorais les jeux, la créativité. Ah, ça me surprend pas, la créativité. On s'est juste parlé 10 minutes, puis ça me surprend pas. C'est vrai, hein? Ouais. Puis le côté bubbly aussi, énergique, je l'avais étant jeune aussi, là. OK. Puis, je viens d'une famille modeste quand même. Mon père a fait des études, ma mère un peu moins. Puis, on avait un revenu décent, quand même normal, là, viable. Puis, on habitait avec mes deux parents, ensemble dans une maison. Et j'avais quelques frères et sœurs à la OK. maison. Puis tes parents, quel genre de parents c'était? Ah, c'était des parents aimants. Des parents avec qui j'avais des moments de jeu. Par exemple, j'ai des souvenirs avec mon père où on faisait du vélo, beaucoup de sport l'été. Mon père était un sportif. Oui. OK. Puis ton frère, il a commencé à abuser de toi quand tu étais jeune? Oui, exactement. Initialement, là, ça, c'est peut-être quelque chose qui va parler aux gens à la maison. Mais initialement, je croyais que ça m'était arrivé de mes 10 à mes 12 ans. OK. Avec un incident à mes 8 ans. Avec un quoi? Un incident à mes 8 ans. OK. Oh, c'est arrivé un petit accro, là, tu sais. Finalement, il y a des souvenirs qui me sont revenus, notamment parce que quelqu'un a été témoin. Il m'a dit, ben voyons, j'étais là, à mes 8 ans. Et là, pouf, plein de souvenirs sont revenus. Fait que là, je dis, oh mon Dieu, j'ai été agressée pendant 4 ans, de mes 8 ans à mes 12 ans. Et là, je me suis dit, attends une seconde, est-ce que c'est tout? Et là, la boîte de Pandore a ouvert. Mes premiers souvenirs remontent à mes 4 ans. OK. Puis à 4 ans, ça ressemble à quoi? Ah, on est dans le... Je m'excuse, je vais employer des termes là, qui peuvent être un peu choquants, mais dans le soft... Tu as le droit de tout dire. Ça. OK, parfait. Je vais y aller avec soft, mais il faut comprendre que tous les gestes ne sont pas soft. Moi, dans ma hiérarchisation, je considère qu'il y en a des plus durs que d'autres. Mais je ne veux pas minimiser les personnes qui en auraient vécu de cet ordre-là, qui pour eux ont été un événement majeur. Donc, on est plus dans les jeux, dans les touchés. Par exemple, il peut jouer avec des petits soldats sur mon corps, monter mes cuisses avec un soldat, vient toujours dans la salle de bain quand je vais à la salle de bain pour uriner, pour prendre ma douche. Même à 4 ans? Ah, à 4 ans jusqu'à au moins mes 10 ans, il est dans la salle de bain constamment. Puis lui, il a quel âge? Lui, il a 3 ans, mon aîné. Il a 7 ans? Oui, 7 ans à ce moment-là, puis il va finir à l'âge de 15 ans. Puis à 7 ans, tu un jeu pour lui ou il est conscient de ce qu'il Je ne saurais pas dire à son niveau à lui, je ne l'ai jamais su. Ce que je sais des abus sexuels, c'est que c'est pas... comment dire? C'est pas une pulsion sexuelle, un abus sexuel. C'est vraiment une domination de violence. OK. Donc, même à l'âge de 7 ans, il y a un lien de domination, dans mon cas, frère-sœur. Donc, ça peut être des émotions qui sont refoulées qui vont se traduire par là. Puis, la personne vulnérable dans son entourage, il a trouvé peut-être que c'était moi. Donc, à ce moment-là, il a agi. OK. Puis, tu suivais dans la salle de bain, tu dis? Oui. Il te regardait... Oui, en fait, j'avais pas de notion d'intimité. Vraiment pas. C'est ça. J'allais à la salle de bain, il était là, il me parlait pendant que j'étais à la toilette, dans mon bain, constamment dans mon bain. C'est normal, disons. Il s'assoyait puis il te regardait? Oui, il me parlait, oui, il restait debout. Puis,
tu sais, à un certain âge, c'est ça qui est particulier aussi de l'inceste frère-sœur, là. Les détraqueurs de ça vont dire ben voyons, c'était du jeu, ben voyons, c'est normal de prendre un bain ensemble quand on est frères, sœurs, enfants, tout ça. Mais il vient un âge où, c'est moins normal. Ouais. Et nous, on a dépassé cet âge-là. Et moi, j'avais pas le signal de c'est normal, pas normal. Excuse-moi. C'est correct. J'avais pas le signal de c'est normal ou pas normal parce que c'est comme une évolution au fil du temps. C'est graduel, petit peu par petit peu. Fait que d'une journée à l'autre, il y a un petit pas de plus, mais c'est pas beaucoup plus qu'hier. Donc, je vois pas tellement la différence. J'ai un petit signal en dedans de moi qui me dit « il me semble que... Mais c'est mon grand frère, ça doit être normal. Et là, on peut se rendre loin comme ça. Tu veux t'en parler? Comment que ça s'est développé? Qu'est-ce qui faisait? Oui, j'ai vraiment une gradation que j'ai établie dans le temps à travers les souvenirs. On commence par des jeux. Plus ça va avancer, plus on va être avec des jeux, par exemple, des actions de punition. C'est-à-dire, j'ai un souvenir où je joue avec un jouet et on joue dans le noir et par accident, mon jouet est brisé, donc le plastique est coupant, je m'en rends pas compte, je suis un enfant. Et on joue comme un peu la tag, donc je lance l'objet vers lui et je le tranche sur le bras par accident. Okay. Donc il saigne. Et je me sens excessivement coupable et l'acte de réparation qu'il me demande, plutôt que de m'excuser, en fait, c'est d'aller vers une fellation. T'avais quel âge, ça? Ça, c'est à mes 8 ans. Oui. Donc, lui, il avait 11 ans, puis il te demande de faire une fellation? Oui, et quand je nomme, c'est très important, on parle pas de désir sexuel, on parle vraiment d'acte de domination, parce qu'en ce moment, je viens de accidentellement blesser mon frère, et pour avoir un pardon, je dois faire un acte sexuel. Donc, il faut vraiment défaire le mythe de c'est les hormones qui poussent, tout ça. Ouais, à 7 ans, là, les hormones qui poussent, là, on est loin de là quand même. Il faudrait que les professionnels parlent du développement de l'enfant sexuel, mais j'ai tendance à croire que c'est pas une poussée sexuelle du tout à l'âge de 7 ans. Puis, c'est ça. Donc, on a vraiment là, un développement à travers ça que je touche aux striptease. Je touche aux... Les striptease? Oui, j'ai eu des moments où j'ai dû faire des striptease devant lui. Tu demandais de déshabiller puis danser? Oui, exactement. Oui, donc c'était très malaisant, c'était très angoissant. J'avais constamment peur de me faire surprendre, en fait, parce que je pensais que j'étais une mauvaise personne. Puis là, il y a une notion vraiment intéressante là-dedans, c'est que autant tu sais que c'est pas normal, autant c'est ta normalité. Parce que tu connais juste ça? Oui. Puis, ta confiance, il y a vraiment un lien de confiance avec ton grand frère. Moi, c'est un grand frère dans mon cas. Il y a un lien de confiance qui s'établit où tu te dis « Ouais, mais il me ferait pas de mal. » Mais quand ça arrivait, ces épisodes-là, jouiez-vous ensemble? Étiez-vous proches? Oui, on pouvait jouer, par exemple, il pouvait jouer avec moi à la Barbie, puis finalement, la Barbie, il montrait la Barbie nue, puis finalement, la Barbie montait sur moi, puis finalement, je devais moi aussi me déshabiller, ou des jeux qui sont... qui au début sont un jeu neutre, qui finissent en jeu sexuel. Puis, pour moi, c'est ma normalité, je fais confiance à cette personne-là, et je me rends compte que je ressens à l'intérieur de moi le « Est-ce que c'est normal? » Me semble que c'est mal, me semble que j'ai pas envie d'en parler à mes parents, me semble qu'il me dit de pas en parler. Fait qu'il y a un côté de moi qui sait qu'il y a quelque chose d'anormal, puis l'autre côté qui veut pas l'admettre. T'en parlais pas à personne? Non, pas du tout. Puis quand tu t'as demandé de faire une fellation, comment tu t'es sentie? J'ai encore des moments dissociatifs dans mes souvenirs là-dedans. J'ai des bribes d'images. Je me sens plutôt mécanique, je dirais. OK. C'est quand même froid ce que je vais décrire, mais... Tu n'avais pas conscience à ce temps que tu faisais une fellation, là? J'imagine. Je sais pas à quel point j'avais un niveau de conscience, pas comme un adulte, pas comme une relation sexuelle adulte, vraiment pas. On est plus dans qu'est-ce que c'est que ça? Limite, sincèrement, ça peut sembler dégoûtant, mais qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte la peau. Comme si je goûtais un bras, comme si je mordais quelqu'un sur le bras, il y a un goût de peau, ça ressemble à ça, mais je connais pas ça. Donc, il y a une espèce de contradiction. Tu cherches des points de repère, on dirait, de ton enfance. Ça goûte-tu quelque chose que je connais? C'est une forme que je connais? C'est qu'est-ce que je dois faire? Là, tu cherches des points de repère, mais il n'y a pas de guide, là, à 7 ans, là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de guide. 8 ans, dans mon cas, il n'y a pas de guide. Ouais. Mais
Ton frère, là, je me demande, parce qu'il était quand même jeune, il était-tu, moi je pourrais dire, c'était-tu prémédité tout ça? Étais-tu conscient de ce qu'il faisait? Je peux pas parler pour lui, puis je le sais pas. Je sais que certains auteurs, c'est un acte criminel, en passant, certains auteurs d'actes criminels à caractère sexuel ont vécu eux aussi. Je sais pas si c'est son cas ou pas. J'exclus pas, j'inclus pas, ça le regarde de lui, cette partie-là. Pour ma part, je sais que quand ça arrivait dans le fil du temps, ben il y a des moments où il vient précisément dans le but de requérir ça. Parce que quand j'ai eu un peu plus tard, je suis souvent dans ma chambre et il vient dans la chambre, ferme la porte et s'accote contre la porte. Et là, je sais que ça va se passer. Donc, il y a vraiment, là, on a une préméditation, là, on n'est pas sûr, ça se développe, puis là, ça change. Là. OK. Ça se passe, tu veux dire? Ah, des abus sexuels, on va y passer tous les étapes, si je peux me permettre le terme, excuse-moi. En fait, c'est ça, je disais qu'il y avait le striptease, il y a eu la masturbation et sur moi et sur lui. Il y a eu les fellations. On va se diriger éventuellement vers la pénétration, nécessairement. Ça sera, dans mon cas, une pénétration anale. J'aurais toujours lutté contre la pénétration vaginale, qui était ma pire peur de tomber enceinte, en fait. Donc, oui, c'est ça. Dans cette chambre-là, il va se passer plusieurs actes de plusieurs niveaux. OK. C'est un peu troublant. J'ai une question qui me vient, là. Est-ce que tu aimais ça? Ah, c'est tellement une belle question. Ah oui? Je suis contente que tu la poses. OK. Wow, on peut-tu lever ce tabou-là? Écoute, c'est tellement une question profonde. Est-ce que j'aimais ça au sens sexuel comme une adulte aimerait une relation sexuelle? Clairement, non. Non, pas à 7 ans, c'est sûr. Non. Est-ce que certaines personnes peuvent l'avoir ressenti physiquement et aimer ça? La réponse est oui. Il faut défaire ce tabou-là. Et c'est pas parce qu'il y aurait une réaction physiologique que ce n'est pas un abus, qu'il y avait consentement. Ça, c'est le premier tabou à défaire. Le second, c'est qu'en tant qu'enfant, j'ai même eu l'impression d'être consentante et d'y aller. Parce que souvent, je revenais voir mon frère. Mais ce que je voulais, en fait, là, c'était de l'amour, de l'attention, mais pas des abus. Puis mon frère, il me donnait ça. Il donnait de l'amour aussi? Ben, veux pas, c'est une forme d'attention. C'est mais toxique, disais-tu, tu sais, comme un amoureux, te flatter? Non, pas du tout. Okay. On est vraiment dans une relation frère-sœur. On n'est pas dans de l'amour physique, là. On est dans de l'attention que j'ai de la difficulté à avoir autrement, une forme de soutien, une forme de présence. Et ça, je veux une forme de reconnaissance de mon existence, mais je veux pas l'abus. Fait que j'y vais, et là va tomber l'abus, et là, oh non. Mais tu sais, en même temps, t'as tellement le besoin mental de d'autres carences qui sont là, que c'est un peu un troc. Tu veux pas. Tu veux clairement pas. Puis ça devrait pas arriver. Mais non. Mais au final, en tant qu'enfant, c'est ce que j'en retire. Donc, est-ce que j'ai aimé ça? Non. Pas au niveau sensation, pas au niveau mental, mais au niveau de la carence de besoin qui se faisait répondre, oui. De façon inconsciente, je me rends compte avec du recul que je peux comprendre. OK. Oui, ça répondait à un besoin. Il était-tu doux avec toi? Ah, ça, c'est un autre mythe, hein? Oui, il était doux. Souvent, on pense que les abus sont très... Là, j'ai l'air à le mettre sur un piédestal, mais c'est pas ça du tout, là. Je veux juste comprendre. C'est tout à fait correct, puis je suis contente qu'on parle de ces tabous-là ensemble, en fait, parce que y a tout plein de gens qui pensent qu'une agression sexuelle, c'est quelqu'un dans la rue, un inconnu, que c'est rough. Mais si je me trompe pas, la statistique est autour de 8 personnes sur 10 qui connaissent leur abuseur. Donc, ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami, un collègue, mais ça peut aussi être intrafamilial. Mais c'est plus rare qu'on entend ça dans une fratrie. Oui, effectivement, c'est pas tant... Je pense que c'est la première. Je l'ai entendu plus pour des cousins-cousines. Oui, effectivement. Et pourtant, il y a quand même des ressemblances, effectivement. Ouais. Puis, donc, pour revenir à la question, excuse-moi. Je m'excuse. Je me demandais s'il était doux. Oui, c'est ça. Donc, à savoir s'il était doux, je dirais pas doux physiquement comme des caresses, mais c'était pas violent avec des insultes ou des marquages physiques ou de la contention, par exemple. C'était pas ça. C'était une façon coercitive de m'amener délicatement à poser le geste.
je me sentais sous son emprise et j'allais faire le geste quoi qu'il arrive, mais jamais il m'aurait cogné la tête sur un mur de ne pas le faire, par exemple. OK. Il faisait ça à tes autres sœurs? Écoute, je peux pas aller là, OK. niveau judiciaire. Parfait. Puis, dans ton quotidien, à l'école, avec tes amis, comment tu vis ça quand tu es jeune? Oh, hey! Ça, c'est troublant. Ce que ça l'a amené, c'est que j'ai été extrêmement mature à un très jeune âge. Et quand mes amis découvrent un peu les parcelles de sexualité, les mots rattachés à la sexualité, moi, je sais déjà c'est quoi, avec un profond bagage. Et des fois, je fais « Ah, ça s'appelle comme ça. Cette pratique-là que j'ai fait porte un nom. » Donc, j'ai un décalage immense entre la pratique et la sémantique, et un décalage entre les amis qui découvrent naturellement et normalement dans leur développement versus ce que moi je vis à la maison. Puis à l'école, ben, j'ai des répercussions là, de l'anxiété sévère, des maux de cou, de la difficulté à me concentrer. J'ai des résultats scolaires vraiment médiocres alors que j'étais très bonne à l'école. Donc plus ça s'amplifie, plus on voit mes notes qui descendent. Mon mal-être aussi avec les autres enfants, j'arrive pas à me jumeler tout à fait avec... Tu te faisais pas d'amis? Je me faisais des amis, mais j'avais toujours un décalage, l'impression d'être trop mature pour eux, l'impression d'être ailleurs. Donc, je me sentais jamais vraiment à ma place. En même temps, tu avais comme besoin de ce contact-là avec ton frère, même si tu n'étais pas consentante? Oui, absolument. Il venait répondre à une carence, tout à fait. C'est ça, il venait répondre à une carence. Ouais. Est-ce que j'aurais souhaité ne pas le vivre? Absolument. Est-ce que j'aurais préféré garder ma carence? Je te garantis que oui. Puis, à quel âge tu t'es rendu compte que c'était pas normal? Ah, c'est venu en plusieurs temps. À mes 12 ans, j'ai voulu... j'ai mis fin à la pratique et je savais à ce moment-là que c'était caché, donc je me doutais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et j'étais inconfortable, je me doutais. Mais c'était ça pas arrivait-tu souvent? Oui, quand même. Ben, ça dépend c'est quoi la fréquence pour toi d'un souvent versus moi un souvent. C'est vrai, hein? C'est un autre sujet tabou, ça. C'est à chaque jour, à chaque semaine, ça arrivait. Okay. C'était-tu fréquent? Je dirais que de mes 10 à mes 12 ans, j'ai répertorié au moins 52 souvenirs différents. C'est beaucoup? C'est quand même beaucoup. Il y a 52 semaines dans une année? Ouais, sur 2 ans, ça fait à peu près une fois 2 semaines. C'est ça. Mais tes parents, ils voyaient rien? Je veux pas ouais, c'est juger complexe, les parents. en fait. Non, on va aborder le sujet parce qu'il y a peut-être aussi des parents qui vont écouter ce podcast-là puis se sentir interpellés dans cette réalité-là. C'est tellement difficile parce qu'ils se trouvent entre l'arbre et l'écorce. Dans le sens que, eux, premièrement, c'est 2 enfants qu'ils aiment. Oui, c'est ça. Il y a une entre-déchirure entre eux. Il y a l'impression que la famille est scisée, qu'ils doivent prendre un camp. C'est difficile. Ne pas prendre un camp, c'est prendre un camp. Il y a tout l'aspect caché de l'inceste, en fait, qui est très forte. Et ça, c'est dans tous les milieux incestueux. L'aspect caché est primordial, que ce soit père-fille, mère-fille, mère-gars, peu importe. Ça se fait de façon cachée, c'est-à-dire que ça se passait dans des lieux où mes parents n'avaient pas de regard, ou à des moments où ils n'étaient pas là. Ça peut être rapide entre ma mère allait au dépanneur chercher quelque chose et l'action se passait, le temps qu'elle revienne. Et là, je me mets à la place d'un parent et je me dis comment l'espace du temps où je m'en vais porter des bouteilles au dépanneur ou consigne action maintenant, ça peut se produire, c'est impensable. À quel point je ne peux pas laisser mes enfants seuls, c'est impensable. À un certain point. De l'autre côté... C'est ça, les parents ne pensent pas à ça. Là. C'est ça. De l'autre côté, ça, c'est l'aspect visuel du iceberg, qui est la pointe, c'est-à-dire je ne le vois pas. Je ne vois pas les scènes, je me doute pas que c'est là. En dessous de ça, il y a d'autres étapes. Ouais. J'ai des symptômes. J'ai de la difficulté à m'alimenter. Mes notes ont chuté d'un coup. J'arrive plus à me concentrer. Je suis toujours ailleurs. Je suis toujours dans la lune. J'ai des maux de cou, des maux d'estomac, des brûlements d'estomac qui, ultimement, vont être des ulcères d'estomac. C'est le stress, hein, ça? Exactement. Les ulcères. Oui. Puis, des reflux gastriques dont je me plains. Et tout ça n'est pas pris en charge. Donc là, il y a l'aspect
qu'est-ce qui n'a pas été évalué en tant que parent, qu'est-ce qui n'a pas été vu. Tu sais, souvent, on pense que l'enfant va nous le nommer. C'est normal, il a confiance en moi, il va le nommer, mais c'est pas son rôle à lui de nommer le danger qu'il vit s'il est capable d'identifier qu'il y a un danger. C'est à l'adulte d'aller vérifier les circonstances. Premièrement, est-ce que je vois quelque chose? Et deuxièmement, en sous-couche, est-ce que je vois des symptômes qui pourraient s'apparenter à ça? Et là, plus largement, il y a inceste frère-sœur, mais plus largement, un coach de sport, un professeur, quelqu'un au camp de vacances, un ami qui vient, les symptômes peuvent être là et l'enfant n'en parlera peut-être pas. Mais tes parents, ils faisaient comme s'il n'y avait rien? Ils niaient? Je peux pas parler pour eux. Okay. Je pense pas qu'ils niaient. Je pense qu'il y avait peut-être des enjeux qui faisaient que pour eux, c'était pas identifiable. OK. Je les taxerai pas d'avoir vu, rien dit ou de pas avoir vu, rien fait. Ça, je vais garder ça à part. Mais je pense que l'essentiel, c'est vraiment de se souvenir qu'en tant que parent, que ce soit intra-fratrie ou en dehors, dans les abus, il y a des signes qui sont les symptômes. C'est ça qu'il faut surveiller surtout. Je comprends. Oui. Puis, quand que ça l'a arrêté, tu as dit à ton frère, à un moment donné, ça a été jusqu'à 12 ans? Oui. OK. À mes 12 ans. En fait, j'avais une peur bleue de tomber enceinte, là, mais une peur bleue incroyable. Là. Je faisais des cauchemars récurrents que je tombais enceinte. Je m'en rendais compte, passé 5 mois, avortement, c'était plus possible. C'était une panique pour moi. C'était récurrent comme cauchemar. Donc, j'ai toujours réussi à, c'est un peu particulier à dire, mais négocier la situation de façon à repousser le momentum. Et à mes 12 ans, j'ai eu mes premières menstruations. OK. Et là, j'ai senti que j'avais enfin une arme de dire, est-ce que tu veux que ta sœur tombe enceinte de toi? Parce que là, ça peut être réel. Et puis, il y a eu la frousse. Là, j'ai senti que ça s'arrêtait enfin, ce calvaire-là. OK. Puis, il m'est revenu avec une autre proposition. Et là, j'ai tenu bon. J'ai dit non. C'est non. Non, c'est non. Mais combien de fois j'ai dit non en silence qui n'a pas été entendu? Tu as dit non, puis là, j'ai prononcé un non. Ça l'a mis un terme clair. Mais il faut rappeler que le consentement, c'est pas entendre un non, c'est la présence d'un oui. Puis on s'entend qu'entre enfants, il n'y a pas de consentement possible. Encore moins entre frères et sœurs. Donc, c'est ça. C'était la première fois que je prononçais un non clair qui était entendu. Comment tu te sentais quand que... Mon Dieu, j'ai jamais été aussi fière d'avoir des règles. Je sais pas comment j'ai cru ça possible, là. Aujourd'hui, c'est pas là, mais ouais, à ce moment-là, je me sentais tellement fière d'avoir mes premières règles, d'avoir un pouvoir, un empowerment sur ma vie, là. Oui. Ouais. Ouais, je comprends. Okay. Puis lui, ça lui a fait peur? Oui. C'est ça. Oui. Puis après, comment ça se passe avec ton frère à la maison? Hey, c'est spécial. Quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je reviens un peu sur les pas. Quand est-ce que ça me flashé? Vers mes 16 ans, ça a commencé à essayer à me dire hey, je pense que j'ai été abusée. Puis là, j'ai tout éteint en moi. Je dis non, ça se peut pas. J'étais consentante. Le débat de comme non, tu l'as cherché, tu le voulais, tu y allais. Oui, parce que toi, c'est ça. Tu pensais que tu étais consentante, vu que tu acceptais. Exact. Que j'y allais par moi-même et j'ai jamais voulu la part d'agression. J'ai voulu d'autres choses. Quand j'y allais, je voulais juste à la limite jouer avec mon frère comme tout bon enfant veut jouer normalement. Tu sais, souvent, là, j'ai pas de grand frère, mais tu sais, je regarde, mettons, mon filleul puis ma nièce. Tu sais, Léa, son grand frère, c'est son grand frère. Exact. Comme hey, tu aimes tellement quelque chose, là, le sentiment d'idolâtrer le Oui, grand c'est frère. ça, exact. C'est ça le mot que je cherchais. Oui, exactement, oui. Puis, à mes 20 ans, je comprendrai que c'est pas normal et là, ça éclatera. Mais avant ça, donc jusqu'à mes 20 ans, pour moi, il s'est passé une situation qui n'est pas claire, qui s'appelle pas de l'abus, qui n'est pas un viol, qui n'est pas de l'inceste. Tous ces termes-là, ça colle pas à moi, là. Ça existe, mais ça colle pas. Il y a comme un déni entre les deux. Puis, éventuellement, c'est ça, ça va se coller. Mais avant que ça se colle, moi, je passe mon adolescence avec mon frère à adorer mon frère, à l'idolâtrer. Je me souviens quand il y a eu sa graduation, j'ai pleuré quand je l'ai vu en habit de bal. Ah ouais. Oui, tu sais, j'ai des beaux souvenirs, puis on a créé des beaux moments. Après ça, c'est pas... c'est comme un sas qui se referme dans ta tête. Puis le reste continue d'exister comme la normalité aurait dû être. Ah, c'est spécial. Et là, on vit sur du temps emprunté parce que tôt ou tard, ça risque de péter. Comme tu disais, mais je pense qu'on disait ça hors caméra, que tu l'aimais pareil, ton frère.
Absolument. Ça aussi, c'est un autre tabou de penser que... Et là, je parle pas pour toutes les personnes victimes ou survivantes. Certains n'ont pas ce sentiment-là. Personnellement, oui, je ressens de l'amour pour cette personne-là parce que... Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Je dissocie les gestes posés de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que ça reste une personne qui a des belles qualités, qui a été là à certains moments de ma vie, qui a créé des souvenirs qui sont le fun, qui sont pas empreints de violence. Tu as une belle intelligence émotionnelle. Merci! C'est vrai, c'est pas tout Ouais, le monde non, qui c'est est pas capable tout de le voir monde. ça. Oui, je le sais. Puis ça, c'est un dilemme qui est tellement difficile à accepter en tant que survivante parce qu'en fait... Ah, ton chien. Oui! C'est pas grave. Ah, il vient de se coucher. Oh, petit coco. Veux-tu quelque chose? Tu passes de l'eau? Ben non, juste Non. des câlins. Avec son toutou. C'est quand Donc, c'est ça, c'est un dilemme qui est difficile à accepter en tant que personne survivante de dire Colin, il y a une partie de moi qui l'aime, il y a une partie de moi qui le déteste. Je déteste les gestes qu'il a posés, mais la personne, j'ai quand même des bons Je souvenirs peux avec. comprendre. Les deux peuvent coexister. On pense que c'est noir ou blanc, mais les deux Parce peuvent que tu coexister. connais réellement, c'est ton frère. Ouais. C'est ses forces, c'est ses qualités, tu Ouais. sais quel humain que c'est. Ça n'empêche pas que je souhaiterais probablement pas lui reparler. Je lui souhaite pas nécessairement de mal dans sa vie, mais j'ai pas besoin de lui dans ma vie. Ben non, c'est ça. Puis ça Ouais. l'excuse pas qu'est-ce qu'il a fait, je veux dire. Mais je peux comprendre que tu peux aimer pareil ton frère. Ouais, c'est une dualité qui est tellement forte. Ça doit. Puis dur à accepter dans le cheminement parce qu'on dirait que si tu aimes ton frère, tu cautionnes ce qu'il a fait, alors que Ouais. c'est pas le cas. C'est ça. Mais si tu le détestes, t'enlèves tous les beaux moments que tu as créés. Fait que c'est Ouais. comme si on brisait une partie de ton enfance ou de ton adolescence, ou même plus tard, parce qu'il y en a qui vont dénoncer à l'âge de 40, 50, 60. Donc, tout ce qui a été créé depuis quand je disais on vit sur du temps emprunté, là, c'est une carte de crédit, ça. Là. Ouais. À un moment donné, l'endettement arrive au bout, ça pète. Mm. Mais pendant que tu t'endettes là, de ces moments-là, là, ben, tu les vis quand même, tu crées des souvenirs, il y Ouais. a quand même l'amour qui est réel. Ouais. Mais ton frère, pourquoi il faisait ça? T'as-tu déjà dit, hey, si tu t'es déjà excusé, Je sais vraiment pas quelle raison l'a poussé. et t'as-tu déjà excusé à toi, t'as demandé pardon? On a eu un moment particulier que je vais garder pour moi, OK. mais on a eu cette rencontre où on s'est verbalisé des choses importantes et à ce moment-là, effectivement, il a prononcé des mots d'excuses sincères. OK. Ouais. Puis à quel âge que t'as dénoncé? J'ai dénoncé, j'avais autour de 20 ans. OK. Ouais, au début, Puis qu'est-ce qu'il a fait? OK, là, je vais dénoncer. Là. ouais, c'est une bonne question. Je dirais, à ce moment-là, j'ai grandement sombré dans ma vie. J'ai fait une dépression majeure avec une tentative de suicide. T'as tenté de te suicider? Oui, j'ai été hospitalisée quand même longtemps. J'ai fait un centre de crise post-suicide. J'ai dû... ça a été tout un carreau dans ma vie. Je me suis ramassée en maison de femmes victimes de violences familiales et conjugales. Il y a aussi le familial qui existe. Donc, on peut héberger en tant que femme victime survivante dans des centres d'hébergement pour femmes. Ouais. Pourquoi t'es allée dans un centre pour femmes, excuse? Parce que j'avais pas de revenus, j'étais en dépression. OK. J'étais à ce moment-là logée à un endroit où on considérait que je pouvais pas recevoir l'aide sociale pour pouvoir m'en sortir. Et puis là, j'ai dit, mais là, c'est parce que ça va pas. Puis on m'a référé à SOS Violence conjugale, qui est aussi une ressource qu'on peut utiliser en tant que victime. Et eux m'ont trouvé un centre qui était adapté aux violences familiales aussi. OK. Et je suis partie, là, ça a déclenché l'aide sociale. Puis, à partir de là, j'ai commencé à me reconstruire. Mais à ce moment-là, c'est là que j'ai eu le déclic que si moi, je veux guérir, j'ai besoin de commit ça, de le nommer. Oui, parce que tu étais prêt avec toutes ces blessures-là. Là. Exactement. J'étais brisée, puis je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai jamais faite pour le détruire. Ça, c'est vraiment une nuance qu'il faut comprendre. C'est fait pour toi. Oui, pour me réparer. C'est pas du tout la même chose. C'est pas contre lui, c'est pour moi. Mais ça reste Puis- que ce qui t'a fait, ça a tout fait ça sur toi. Ah oui, beaucoup de séquelles. C'est Énormément beaucoup de séquelles, c'est ça? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Puis à ce moment-là, j'étais aux études, j'étais au cégep en fait. Donc j'ai dû arrêter ma job étudiante et mon cégep. Et ça a vraiment été difficile. Tomber sur l'aide sociale, là, la réalité de l'aide sociale est, elle est épouvantable.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, ben, je peux te parler du montant actuel, là, mais en date d'aujourd'hui, le montant serait de 845 mensuellement. C'est une paye par semaine. C'est ça. Basic. Ouais, ouais, basic c'est ça. pour survivre, littéralement. Puis là, on parle même pas de se reconstruire psychologiquement. Là, on n'est pas dans on va pouvoir se payer une thérapie. Là. On est dans je peux-tu prendre du pain dans l'épicerie là, parce que je pourrais peut-être pas payer mon loyer. Fait que c'est ça. Donc, tranquillement, je me suis rebâti ma survie en premier. Puis j'ai fini par retourner à l'école, aller chercher des hautes études. Comment t'as fait pour te... Okay, comment j'ai fait pour me rebâtir? Je pense que ma force réside beaucoup dans la résilience et la détermination. Oui, tu as une grande résilience naturelle, je pense. Oui, et mon Dieu, c'est mon instinct de survie. Et je pense sincèrement que beaucoup d'entre nous qui ont vécu les violences intrafamiliales la développent. Sous toute réserve. Je ne suis pas scientifique du domaine. Mais c'est quelque chose que j'ai cru observer, une résilience, une capacité à se remettre de ces blessures-là, à se reforger, à se reconstruire. Ça a été beaucoup de bribes de thérapie ici et là, sexologue, travailleur social, psychologue formé. Puis beaucoup de travail sur moi, d'analyse, de comprendre quels étaient les enjeux, quelles étaient les séquelles, en fait, parce qu'au début, même nommer les séquelles, les associer à « Ah ouais, hein, je suis rendue sur l'aide sociale pour cette réalité-là. Mon Dieu, j'ai pris 150 livres pour cette réalité-là. » Hey, c'est dur sur l'estime, tout ça, là. Mais c'est ça, je m'en allais te demander ça. Ton estime de toi, elle doit être basse. Au contraire. Ah, OK, mais tant mieux. Oui. À un moment, elle l'a été. Je dirais dans les mais pas abus, là, je parlais dans ce temps-là. Là. Dans les abus, au moment des abus, elle était très basse. Mm-hmm. Par la suite, quand tu es comme encapsulé ou c'est comme dans un état où tu penses que c'est pas arrivé, tu sais que c'est arrivé, mais t'es en déni, la confiance en moi était très haute. On n'aurait jamais cru qu'il m'était arrivé quelque chose. D'ailleurs, je me le fais dire par des gens avec qui je suis allée au primaire ou au secondaire. Je me suis jamais doutée, t'étais Bob-Lee. Ouais. Puis après ça, quand mais je pense que t'es heureuse facilement. Hein, oui. Je cultive la gratitude au quotidien. Ouais. Puis c'est ça, quand j'ai eu le bonheur facile. Oui, ouais. Vraiment. Puis quand j'ai eu ma phase de dépression, tout ça, là, ça a vraiment été difficile, mais mon estime de moi n'était pas nécessairement négative. J'étais juste atterrée, plus d'énergie à reconstruire. Puis après ça, ben, ça varie en vagues selon les enjeux que je traverse. Ouais. Mais quand tu as commencé à en parler, ça doit t'avoir enlevé un poids? Non. Non? Non. Non? Ah mon Dieu! J'aimerais ça te dire oui. Comment ça? Ça a été pire. Et là, je comprends pas. Je veux pas lancer le message aux survivantes qui y pensent. Mais le chemin n'est pas facile. Okay, parce que là, tout te remonte, c'est ça? C'est même pas au niveau interne. Oui, au niveau interne, moi, j'ai développé un CPTSD, donc un état de stress post-traumatique complexe. Le complexe, c'est le fait qu'il se répète plusieurs fois. C'est pas comme un vol de banque une fois, ici, maintenant je peux plus aller dans les banques. Okay. Moi, c'est répété. Donc, ça se forge dans mon identité parce que ça part de l'enfance. Donc, à ce niveau-là, les traumas remontent. Il y a des moments où je me souviens être dans mon salon, hurler en boule parce que les images reviennent, les odeurs reviennent, le goût revient. Donc ça, oui, c'est terrible. Parce que là, tu avais tout... Ah oui! Je cherche le mot dissocié. Oui, ton cerveau, il avait dissocié. Oui, encapsulé, oui. Puis là, ça t'est tout revenu quand que ton ami t'avait dit que ton ami était là, c'est ça? Je sais pas à quel ami tu dans le fond, je m'excuse. Tu as tout dissocié, mais tout est revenu après quelques années? Oui, autour de 20 ans, tout a commencé à remonter. C'est là que j'ai dû briser le silence. Okay. Mais l'enjeu de briser le silence, c'est pas par rapport à toi. C'est par rapport au fait que c'est intrafamilial. Il y a un déchirement de la famille et malheureusement, très souvent, ils prennent le côté de l'abuseur. Tes parents? Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? C'est vraiment large. Je crois que c'est culturel en société. On est en train de changer les choses avec la nouvelle vague féministe, avec le hashtag MeToo qui est arrivé. On commence à reconnaître les victimes sans qu'on ait un jugement de la cour 100% coupable. On entend les victimes, on reconnaît. Au moment où ça s'est fait, moi, on est dans les années entre 2010 et 2015, avant hashtag MeToo. Puis, c'est l'hécatombe, en fait, parce que faut comprendre que dans l'inceste, il y a quelque chose qui est un peu particulier. C'est que c'est un système incestueux qui se met en place. C'est-à-dire que on t'apprend rapidement à ne pas respecter tes limites.
à ne pas les écouter. Les gens peuvent rentrer dans ta chambre sans cogner, c'est normal. Tu peux rentrer à la salle de bain de brosser les dents pendant que l'autre est à la toilette, c'est normal. Chez certaines familles, c'est dans la culture et c'est correct. Ouais. Je ne jugerai pas ça. L'affaire étant que on nous apprend à ne pas écouter les limites, à ne pas avoir notre intimité, et c'est normal. Et le problème, c'est quand on commence à en avoir une, de dire, ben là, j'aimerais ça que tu cognes avant d'entrer. Ben là, pourquoi je cognerais? Et là, on défie les limites. Ils ne sont pas habitués à ça. C'est ça. On met une culture de non, on ne veut pas que cette limite-là existe chez nous de façon insidieuse. Et tout ça fait en sorte que c'est un système qui se met en place. Et c'est comme si tu devenais l'électron qui s'enlève et qui débalance le système. C'est comme s'il était instable, mais qui tenait en place. OK. T'sais, il tient croche, mais ça tient. Ouais. Et là, du moment où tu t'enlèves, ça balance. Voilà. Donc, quand ça balance, eh ben là, tu viens de déstructurer tout. C'est pas l'abuseur, c'est toi qui viens de faire les vagues. OK. Donc, il y a toute la notion de... Je comprends. En fait, on te rend coupable de défaire la famille. On te rend coupable de parler. On veut pas que ça se sache. On veut pas avoir honte en tant que famille. Hein. Il y a aussi l'aspect de la honte de la famille. On veut pas que ça se sache au niveau des voisins. Ses parents, ça reste leur garçon. Hein? Ils veulent pas dire ça de leur garçon. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment particulier. Puis, dans un cadre normal où on aurait un abuseur et une personne victime, bien, l'abuseur, dépendant de quelle famille, va être soutenu par sa famille. La personne victime, dans l'autre partie du conflit, va être soutenue. Mais là, on a l'arbre et l'écorce, là. On prend quelle place? Ne serait-ce, là... Mais tes parents, ils n'ont pas dit... ils n'ont pas dit, voyons, pourquoi tu as fait ça à ta sœur? Ils n'ont pas réagi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit à mon frère à ce moment-là, parce que moi, j'ai coupé contact à ce moment-là. OK, avec tes parents, avec tout le monde? À ce moment-là, avec la personne abuseur, mon frère, OK. j'ai plus de contact, fait je sais pas quel discours mes parents ont tenu à mon frère. Okay. Mais moi, j'ai eu des discours violents, me disant que je devais pas porter plainte, que j'allais nuire à sa vie, j'allais nuire à son avenir, alors que le mien est en train de s'effondrer, de casser. Et ultimement, la phrase qui me revient aujourd'hui, c'est « Je l'ai jamais faite pour briser sa vie, je l'ai faite pour guérir la mienne. » Mais ça doit être tough quand tu vois que tu n'as pas de soutien de tes proches. C'est très, très, très difficile. Et ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il y a un double discours. C'est-à-dire que la famille veut condenser ça, te dit de laver ton linge sale, pas en public, ce genre de discours-là. Ouais. Et à l'inverse, l'hécatombe alentour, tes amis, les parents de tes amis, les professeurs, des collègues qui entendent l'histoire vont dire « Ben voyons donc, moi j'aurais jamais fait ça. Moi j'aurais coupé les ponts avec mon fils. J'aurais soutenu... » Ouf! Facile à dire. Ouais, c'est ça, hein, quand c'est pas une dedans. autre étape quand on est dedans. Et ils n'ont pas la réalité du système incestueux dont je te parle, où tout fonctionne dans une instabilité, puis on vient bouger l'instabilité. Oui, parce que ça marchait pareil quand c'était instable. Et voilà, c'est ça. Donc, ils n'ont pas cette réalité-là. C'est facile pour eux de nommer ça, et je les comprends parce que c'est tellement choquant comme réalité. Mais, tu sais, pensez-y 2 secondes, là. À Noël, là, qui est-ce qu'on invite au souper? Qui est-ce qu'on n'invite pas? Si on n'invite pas, est-ce qu'on vient de déshonorer? Ou si on l'invite, on vient d'insulter la personne victime? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça a été un dur enfer à vivre. Il y a des fois, on a fait 2 soupers. Il y a des fois où les 2, on a été invités. Moi, je me suis pas présentée parce que je n'étais pas capable. Ça a été beaucoup, beaucoup de gestion. Ça l'est encore à ce jour. Mais là, ton frère, quand tu as porté plainte, qu'est-ce qui s'est passé? On a été, nous, dans notre cas, en chambre de la jeunesse. Okay. Parce que même si j'ai porté plainte une fois à l'âge adulte, au moment des faits, il était mineur. Donc, c'est important de comprendre qu'on va déposer la requête au tribunal de la jeunesse et ça va être une sentence adaptée à la jeunesse. OK. Ça a des répercussions. Si je comprends, même s'il avait 24 ans, les faits, il l'a fait quand il avait 10 ans, eux autres... C'est en chambre de la jeunesse. OK, OK. Donc, il faut comprendre que, en fait, la procédure a poursuivi tout ça. On s'est présenté devant le juge. Il y a eu reconnaissance de culpabilité. Il a reçu sa peine. Okay. Il l'a respecté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en chambre de la jeunesse, c'est pas comme des cas médiatisés où la personne victime dit « ben moi, je veux lever le voile sur mon identité, demande au juge, c'est relevé. » Et à ce moment-là, on peut divulguer les noms des victimes. En chambre de la jeunesse, quand même que je dévoile mon nom, je ne peux pas dévoiler la personne qui m'a abusée parce qu'elle est protégée sous silence de la loi de la jeunesse. OK.
du tribunal à jeunesse. Donc, je ferais un outrage au tribunal. Donc, c'est particulier, là. Ça, c'est une... Mais c'est choquant, non? Oui, ça a été une douleur très lourde à porter parce que quand j'ai brisé le silence et j'ai apporté ça en cours, pour moi, c'était briser le silence, c'est un acte politique, d'un point de vue social autant que personnel pour me réparer. Mais ultimement, je venais de sceller mon sort à garder le silence, ce qui est exactement ce qu'on apprend dans les CES. Ah, Ouais. ça doit pas être évident. C'est très difficile à digérer. Si on avait pu me prévenir, peut-être j'aurais fait les choses autrement, je ne sais pas. Est-ce que ça aurait eu les mêmes conséquences? Probablement parce que j'aurais pu avoir une poursuite en diffamation. Ouais. Donc encore à ce jour, je fais le podcast, par exemple, mais ça reste un sujet qui est tellement délicat, Oui, hein? auquel on veut donner la parole aux victimes, mais en même temps, théoriquement, on les enchaîne aussi. C'est encore comme ça aujourd'hui? Oui. C'est délicat. Oui. Comment tu vis avec ça aujourd'hui? Ben, ça a été long avant que je fasse une prise de parole. Je le vis mieux. Je me dis qu'à chaque fois que j'en parle, je le fais de bonne augure, au sens où, sincèrement, là, le plus sincèrement, je lui souhaite aucun mal. Je lui souhaite de se rétablir dans sa vie, puis c'est tout ce que j'aimerais pour lui. Après ça, moi, j'ai ma vie à moi à réparer. Les deux se séparent. J'engage la parole parce que c'est pas que ma parole, je crois, que je porte. J'invite d'autres survivantes à porter leur parole aussi là-dedans. Mais dans les faits, quand je suis allée, par exemple, à un centre d'aide de victimes, oui, je me sentais à peu près toute seule dans mon groupe qui avait vécu dans la fratrie. Est-ce que c'est rare? C'est quand même un phénomène rare, oui. D'après ce que j'ai cru comprendre, on parle possiblement de moins de 2% des agressions dénoncées qui sont intra-fratrie. OK. Ouais. Mais là, ma statistique est un peu boiteuse parce que c'est des analyses de probablement que. Donc, OK, on arrive à une estimation de, mais on n'a pas les statistiques officielles parce que c'est dur à recenser. OK. Ouais. Puis aujourd'hui, comment tu vas? Hey, je vais tellement mieux. Oui? Oui, je vais vraiment mieux. Puis ton chien, t'aides-tu beaucoup? Mon Dieu, oui. Je sais pas si on peut le montrer en caméra, mais en quoi qui t'aide ton chien? En fait, c'est ça. Moi, j'ai eu l'état de stress post-traumatique. Puis, dans mes démarches, j'ai tenté plusieurs sources de réparation. Mais étant donné que ça a été fabriqué, développé dans ma jeunesse, c'est comme si c'était une partie de ma personnalité qui ne s'enlèvera pas. Donc, c'est comme si on m'avait coupé les 2 jambes, puis je vais chez le physio. Mes jambes ne repousseront pas, mais ça fait du bien. Fait que c'est la même chose pour moi, la thérapie. Ça fait du bien, mais ça ne repoussera pas. Ben, je trouve que mon chien, c'est un peu comme mes jambes. Il m'aide à nouveau à sortir dehors, à être capable de faire face au monde. Parce que dans l'état de stress post-traumatique, on développe de l'hypervigilance. Donc, moi, 360, je remarque tous les détails, absolument tous les détails dans un commerce, dans une voiture, dans un... Ah oui? C'est hallucinant le nombre de détails impertinents que je peux avoir dans ma tête. Puis c'est ça, j'étais plus capable pendant un temps de carrément sortir de chez moi. C'était vraiment difficile, la peur de me faire attaquer tout le temps. Parce que c'est comme si, peut-être ça va parler aussi à d'autres personnes qui l'ont vécu, mais si dans ta propre meurtre on t'attaque, comment tu peux faire confiance au monde extérieur? Ouais. Si même aussi proche, on peut te trahir comme ça, te backstabber, si je peux me permettre. C'est quoi ça, les là, autres? J'ai des frissons qui me traversent le corps. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. C'est ça. Fait que la notion de sécurité, elle est où? Elle disparaît complètement. L'écoute de mes propres limites, il faut que je les réapprenne. Donc, il y a des moments où je me mets en situation de danger moi-même parce que j'ai pas mon red flag qui me dit « Ah, il me semble que c'est pas sécuritaire ici, tu sais, je me sens pas bien, j'ai plus ce sensor-là, c'est à développer. » Puis là, maintenant, je suis rendue capable de sortir de chez moi puis de prendre une petite marche avec mon chien. Puis, tranquillement, je vois vraiment du progrès au niveau de ma... Ben, je suis déjà Bobby, on s'entend, on peut me parler. Oui. Mais... T'es facile d'approche. Oui, puis même dans les magasins, on me croise, puis on vient me parler, puis là, on dirait avec un chien d'assistance, c'est... Mon Dieu! Si vous voulez pas les regards sur vous, là, moi, quand je chante mon petit chien, là, oui. hey, tout le monde, oh, il est bien c'est beau, ça. elle a quel âge? Oui, c'est ça. Puis là, c'est drôle parce que t'as un état de stress post-traumatique où parler aux gens, c'est excessivement demandant, fait que c'est comme... Bon. Mais je le fais pareil de militer puis d'expliquer c'est quoi la situation puis tout ça.
Puis à chaque fois, ben ça me sort, veux pas de zone de confort, mais moi, à chaque fois que quelqu'un m'approche, je souris, mais moi, je viens de faire l'analyse 360. Y a-t-il un risque qu'il y ait quelque chose qui va me battre avec, qui va m'attaquer, qui va sortir de nulle part? Pendant que je parle avec cette personne-là, y a-t-il un autre danger alentour? Ça se passe tout vite dans ta tête? C'est incroyable. C'est un scan complet. Quand t'es arrivée ici, t'as fait le tour de... Ah oui, hein? Ah oui, je peux te dire que j'ai remarqué qu'à ton angle mort, en haut, il y a des fils de couleurs. J'ai pas arrêté de les regarder pour savoir... J'avais jamais remarqué ça. Pour savoir il y a combien de petites... J'avais jamais remarqué. Oui, je sais que, je crois, 3 chaînes, 3 couleurs. Moi, je remarque rien, je suis pas remarqueuse. Mais, tu sais, pour en revenir aux chiens, là, c'est moi que j'ai pas de stress post-traumatique. Merci. Puis, elle m'aide vraiment beaucoup, là. Oui. Tu sais, les journées, j'ai pas envie d'aller marcher, là. Ouais. Mais il faut que j'aille marcher, mais après, je suis contente d'avoir pris ma marche. Oui. Oh, ouais, c'est juste d'y parler, la coller, c'est beaucoup, là, je trouve. Là. Fait que j'imagine, quelqu'un qui a un stress, ça doit vraiment pour moi, ça a fait toute une différence. Puis ironiquement, quand... On s'attache à ça, c'est fou, là. Puis moi, je suis pas très chien dans la vie, je suis plutôt chat. Puis là, je dis, bon, ben ça va être un chien, hein, on va faire avec. Et là, la première année, là, puppy time... Ouf, puppy time avec un stress post-traumatique, c'est du sport. C'est qui assiste qui? On ne sait plus. C'est combien de temps tu l'as? Ça fait presque un an aujourd'hui, à la date où on se parle. OK, c'est pas dans longtemps, là? Non. Je l'ai eu assez 2 mois, on a commencé à le former rapidement. Là, il n'est pas totalement formé, il est encore en formation parce que c'est un long processus. Oui, ça, tu m'expliquais. Comme exemple, tu es dans une... Il y a beaucoup de monde, tu fais une crise d'angoisse, elle peut te sortir. Oui, effectivement. C'est quoi qu'elle peut faire aussi? Ça peut être tout plein de choses. Par exemple, la pressothérapie, là, c'est un classique. Quand j'ai de l'anxiété qui monte, ben mon chien va venir se mettre les pattes sur moi pour me calmer d'un coup parce qu'il va voir que je suis agitée. Puis normalement, C'est tout un automatisme de tous les chiens de faire ça? Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. Parce que mon chien fait souvent ça. Oui, mais en fait, normalement, ils sont capables de sentir le taux de cortisol qui monte, qui est l'hormone du stress. OK. Donc, ça se peut qu'ils détectent chez toi une variation. OK. Ou pas. Ça se peut qu'ils remarquent aussi que tu shakes la jambe et ils disent OK. Mais je suis pas dans la tête. Ça a beaucoup de ressenti. Hein? Oui. Ouais. Oh, là, on est rendu sur le chien. OK. Bon. Donc, là, c'est ça. Donc, là, tu retournes à l'école. Tu me disais ça. Là, tu fais des thérapies et tout ça. Oui, à ce moment-là, oui, je suis retournée à l'école. J'ai fini mes études, puis je me suis placée en carrière professionnelle. Okay. Ça m'a beaucoup aidé aussi de me dire je suis capable de réaliser ça, malgré le puits sans fond que j'ai fini par toucher, il y a un fond. Puits sans fond. Oui, t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de fond. Là. L'image là, que j'ai, là, quand ça arrive, là, tu sais, dans les Funtropolis, les Megamaze de ce monde, là, les grosses structures de jeux intérieurs, il y a comme des filets de jeux là, quand on était petit, ou même les parcs Ronald McDonald, il y a plusieurs filets, un au-dessus de l'autre, puis il y a des trous qui mènent d'un étage à l'autre, puis on circule en serpentin. Ouais. Bien, on dirait que dans mon cas et dans le cas de plusieurs victimes à qui j'ai parlé, c'est comme si tous les trous, nous, ils étaient alignés. Tu penses que tu vas t'amuser à descendre d'un étage, puis pouf, à terre, 5 étages. OK. Donc, ça a été vraiment une chute vertigineuse et une remontée tout aussi vertigineuse. As-tu eu du soutien? Tu avais des thérapeutes, des psy, t'avais-tu tes amis, t'avais-tu du monde proche de toi? Ça m'a pris du temps de refaire un réseau de soutien. Okay. Ça m'a pris du temps. Puis il y a aussi l'enjeu, parce qu'à ce moment-là, je suis dans la vingtaine, on n'a pas le même niveau de maturité qu'à l'âge où je suis rendue dans la trentaine et où je serai rendue un jour dans la quarantaine. Mais à ce moment-là, quand j'ai dû me rétracter de mes études, je me suis ramassée un peu isolée chez moi et mes amis, n'étant plus dans le cadre de l'école, ne m'appelaient plus, ne me voyaient plus et prenaient pas de nouvelles. Donc, je me suis ramassée à me dire, voyons, j'ai-tu en plus des amis ou c'était une illusion? C'est pas méchant, je leur en veux pas. C'est vraiment l'aspect que t'es plus là, t'es plus dans leur zone habituelle. J'en reviens pas comment tu dis c'est pas méchant, je leur en veux pas. Non. Tu as une belle intelligence émotionnelle, merci. Franchement, là. Mais c'est vrai, puis probablement que j'aurais fait la même chose, dans le sens que, puis peut-être même mais que t'es capable de voir le beau de tout. Oui, oui, je pense que c'est une force. Ouais. Oui. Mais c'est ça, puis tu disparais à un moment donné, veux pas, de ton milieu. Tu prends un pas de recul, puis à ce moment-là, tu réalises que les personnes vraiment qui sont là, qui t'appellent, qui prennent tes nouvelles, sont pas si nombreuses. Mm-hmm. Et là, il y a le double enjeu. Puis ça, c'est tout le monde, hein? Oui.
Absolument, absolument. Puis il y a le double enjeu que quand tu traverses une dépression, par exemple, là, hey, t'es pas le plus jovial de la vie. Ça peut être difficile pour certains proches de supporter ça. Ouais. J'en ai déjà fait une, je sais quoi, oui, effectivement. C'est drainant, puis Ben oui. je me souviens avoir ri à une blague. Tu te sens mal, tu te sens pas bien. Je me souviens avoir ri à une blague, puis avoir arrêté frein mon rire et me dire pourquoi je ris. C'est même pas drôle. Tellement c'était dépressif, là. J'étais comme, mon Dieu, Kathleen, ça va dessus. Tout le monde va dire, c'est histoire. Ouais, Ben c'est oui, ça. C'est histoire, c'est histoire. Ouais. Tu te sens encore plus honteuse de filer de même, là. Hey, ça, là, j'aimerais faire du pouce sur ce que tu dis, là. Je l'ai entendu en tant que survivante, là, mais arrête de te victimiser. Beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis dans une lutte personnelle qui est pas... je regarde, comme tu dis, le côté positif. Je me dis, il arrive ça, OK, mais qu'est-ce que je tiens de positif de ça? Sur quoi je peux foncer? Sur quoi je peux agir? Et là, je me disais, mon Dieu, je me fais dire, reviens-en. Arrête de te victimiser. Puis c'est tellement dur parce qu'on se sent coupable comme ça se peut pas. On porte le fardeau d'avoir brisé la famille alors que c'est pas nous qui a posé les gestes, qui l'a brisé à la base. Mais en plus, il faudrait donc qu'on n'ait pas de symptômes. Et mon Dieu, mais c'est le monde à nous demander, là. Ben, c'est ça. Oui, c'est une réalité. Puis lui, étais-tu protégé, ton frère? Oui. C'est ça. Et c'est injuste. Oui. C'est injuste. Oui. Personnellement, je trouve que oui. Peut-être que mes proches diraient que non, ils ne protégeaient pas plus. À mon sens, à moi, de ma vision, oui. Ouais. Puis il y a une question qui me pop. Tes relations amoureuses. Oui. Comment ça s'est développé? Quel impact ça a eu avec tes relations amoureuses sur qu'est-ce que tu as vécu? Pas tant. Pas tant d'impact sur les relations amoureuses. OK, tant mieux. Oui, j'ai été très stable avec un conjoint pendant près de 10 ans. OK. Très stable. Je vais rentrer un peu dans ma vie plus personnelle. Ça a été au niveau de la sexualité qui a été plus difficile. C'est-à-dire que j'ai eu un moment de dissociation complète entre les événements et ma propre sexualité. Donc, j'ai pas développé une sexualité, je dirais, un peu comme mes amis décrivaient, si je peux dire. Donc, tu sais, mes amis disaient « Ah, tu vas voir, c'est le fun. » J'attends encore le fun. Ça a pris du temps, là. Puis, tout ce qui était... ça revenait à tes souvenirs avec ton frère, non? Non, pas du tout. Mais j'étais... Ça va être drôle à dire, mais j'étais complètement pas là. Quand ça se passait, ça va peut-être parler à certaines personnes, mais moi, j'étais dans mes allées d'épicerie en train de me dire « Ah ouais, le savon d'âne, hein, ça va prendre du savon d'âne dans la liste d'épicerie. » Puis, oui, j'étais complètement ailleurs, mais complètement ailleurs, dissociée totalement. Et pourtant, j'étais consentant d'avoir la relation avec la personne qui était dans ma vie, que j'aimais, tout ça, puis j'étais vraiment consentante. Mais quand ça se passait, j'avais une dissociation tellement forte qu'à un moment donné, en thérapie, je me suis dit, c'est normal qu'on soit tout le temps à l'épicerie quand ça se passe? Dans notre tête, tu sais. Puis là, j'ai réalisé que peut-être qu'il y avait des gens qui eux, étaient pas dans l'épicerie. J'étais comme, mais ils sont où s'ils sont pas dans l'épicerie dans leur tête? Il a fallu que j'explore cet aspect-là. J'imagine qu'avec ton frère, tu pensais à d'autres choses aussi? Assurément. Tu avais ce réflexe-là? Assurément. En fait, c'est ce qu'on appelle les dissociations. Il y a des moments très forts où je black-out littéralement. Je revois le souvenir, je sais que ça va se passer, je revois les images juste avant, la chaise, la table, la couleur. Blackout. Blackout total. Je sais que ça s'est passé. Je ressens la douleur, mais j'ai aucune image. Plus de son, plus d'image. C'est fort, hein, le cerveau? C'est fou, hein? Je peux décrire la sensation, mais je peux pas, puis j'irai pas là. J'irai pas là ici, mais je peux décrire la sensation, mais il y a une coupure de son et d'image totale. Ouais. Ça fait trop mal, j'imagine. C'est trop... C'est trop intense à supporter. Ouais, c'est vraiment de la dissociation à l'état pur. Puis, breaking news, je pensais que c'est bien fait. Ben oui, en fait, la dissociation, c'est un mécanisme de protection. Ouais. Puis moi, je pensais que j'en avais pas fait durant mes abus et je pensais que j'en faisais pas post-abus. Ouais. Mais là, tout ça, t'as fait tes traumatismes d'enfance, t'ont fait développer un trouble, veux-tu le nommer? Oui, le TDI, trouble dissociatif de l'identité. TDI, trouble dissociatif de l'identité. Qui était anciennement appelé personnalité multiple. Là, on va arrêter cet épisode ici.
Puis Oui. on va continuer dans le prochain épisode. On Oui. va parler du trouble que tu as développé. Oui.